revanche, qui nous paraissait nécessaire, c'est d'interroger aujourd'hui la place de l'IA un an après son arrivée et son introduction. Ce qui nous paraît essentiel, c'est qu'on va partir aujourd'hui d'un principe qui est un principe essentiel. C'est que dans son roman, Isaac Asimov, qui a inspiré le nom de l'agence, anticipait une société où les IA étaient intégrées dans les processus décisionnels, médicaux et scientifiques, et il imaginait même que des IA capables de gouverner rationnellement en contraste avec les émotions humaines. Il y a tout juste un an, l'irruption de l'intelligence artificielle générative dans l'univers professionnel a marqué réellement un tournant, et vous le ressentez tous. ChatGPT, Gemini sont des mots qui sont devenus banals pour vous. Et tous les autres IA ont quitté les laboratoires pour s'infiltrer au cœur de nos organisations, de nos métiers, de nos quotidiens. Ce qui, hier encore, relevait du fantasme ou de la science-fiction est devenu réalité, et cette réalité va désormais plus vite que notre capacité à la penser. L'IA ne progresse pas, elle galope. Gemini 2.5 de Google atteint aujourd'hui un QI de 127. C'est-à-dire, la moyenne étant de 100, 127 représente le top 5 de la population mondiale. Et l'IA progresse tous les mois de 1 point de QI. Cela montre à quel point l'IA sait comprendre des consignes complexes, comprendre et structurer des réponses précises, manipuler finement la langue et la logique. Les modèles deviennent multimodaux, les agents autonomes capables de coder, de créer, de converser, de raisonner, et dans certains cas, de faire mieux que nous. L'hypothèse du dépassement de l'intelligence artificielle n'est plus une théorie, elle est à l'œuvre et partout. Cela bouleverse, et ce bouleversement, il n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un triple choc. Le premier choc, c'est le choc technologique et le choc économique. On en parlait à l'instant. Qui recompose à la fois la notion de travail, de valeur et d'efficacité. Le second choc, il est civilisationnel, ou en tout cas biotechnologique. L'IA dessine un avenir où l'humain lui-même est reprogrammé, où les bons, en termes d'espérance de vie, atteignent des limites que l'on ne pourrait imaginer. En 2037, il est probable que l'espérance de vie fasse un bond de plus de 20 ans. Et enfin, le troisième, c'est un choc anthropologique, celui de découvrir que nous ne sommes plus l'espèce la plus intelligente sur Terre. Mais loin de se limiter à des chiffres vertigineux ou des récits futuristes, ces mutations ont un effet concret, et notamment dans les secteurs de la communication et du marketing, mais aussi du monde de la création en général. En quelques mois, nous avons vu l'émergence d'agents IA autonomes capables de rédiger des contenus ultra ciblés, de générer des campagnes créatives multi-supports, automatiser des tunnels marketing entiers et optimiser des performances en continu sans relâche et sans fatigue. Les organisations qui savent intégrer ces outils gagnent en vitesse, en précision, en puissance de feu créative. Mais cette puissance a un coût, elle oblige à revoir nos modes de travail, nos métiers, nos rôles. Les équipes marketing et de communication ne sont pas simplement assistées par l'IA, elles sont redéfinies. Et l'alternative est claire, intégrer l'IA ou prendre le risque de décrocher. Je vous rassure immédiatement. On ne sera pas remplacé par l'IA. Nous serons remplacés par celles et ceux qui sauront l'utiliser, l'intégrer intelligemment dans leurs organisations. En s'appuyant sur la data pour en faire un levier d'efficacité, d'innovation et de différenciation, c'est-à-dire de personnalisation. Dans ce contexte, cette conférence ne vise pas du tout à vous convaincre que l'IA va tout changer. Elle l'a déjà fait. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous le savez. Notre ambition aujourd'hui est de poser la question de l'adaptation et de l'intégration du pilotage de cette accélération. Il ne s'agit pas d'une fusion homme-machine ou femme-machine. Il s'agit d'un couple stratégique combinant la créativité, l'intuition, l'émotion humaine avec la vélocité, l'objectivité et la puissance d'analyse profonde de l'IA. C'est à cette condition que nous pourrons affronter les enjeux de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'intelligence. Car produire de l'intelligence dans une organisation coûte toujours très cher, en termes de recrutement, de formation, de fidélisation. Avec l'IA, ces modèles se doivent d'être redéfinis. Et il nous revient d'inventer des nouvelles formes d'intelligence qu'ils sont aujourd'hui des intelligences collectives. Ce matin, nous vous proposons de prendre 1 heure pour comprendre, pas pour fantasmer ou pas pour avoir peur, mais pour réfléchir ensemble à ce que nous allons faire dès demain avec cette IA qui n'attend pas. J'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Frank Nussbaumer, qui est spécialiste de l'IA et du traitement de la data, qui nous fait le plaisir aujourd'hui
de nous faire un exposé d'une demi-heure pour vous laisser le plus possible poser vos questions et vous apporter des signaux faibles qui vont éclairer votre intégration de l'IA demain dans vos organisations. Au nom de toutes les équipes de Isaac, je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup. Désolé Lucas pour ne pas avoir lancé le signal. Bonjour à tous, merci à Michael et à l'ensemble d'Isaac pour l'invitation. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager quelques données, un peu de contexte sur l'IA générative et aussi de vous donner quelques clés pour pouvoir lancer des initiatives dans vos entreprises. Parce que l'IA, c'est une vague qui va tous nous atteindre à un moment donné. D'ailleurs, je voulais savoir, si vous levez la main, combien d'entre vous utilisent l'IA au moins une fois par jour? Donc quasiment tout le monde. Plusieurs fois par jour. Et au moins 1 heure par jour. Il y a moins de monde sur 1 heure par jour. Donc moi, c'est plutôt 1 heure par jour. Rassurez-vous, ça va petit à petit changer. Donc rapidement, pour me présenter, c'est bon. Moi, j'ai une expérience de consultant et d'entrepreneur, plutôt dans le software et dans la logistique. Aujourd'hui, j'aide les entreprises plutôt à déployer des stratégies et des solutions d'IA et de no-code. Et c'est ce dont je voulais vous parler notamment aujourd'hui, puisque, comme tout bon chef d'entreprise, j'ai les mêmes enjeux que vous, ou en tout cas que si vous managez même des business units, des équipes. Ça va être une optimisation au niveau des coûts, d'accélérer le time to market des produits, des services qu'on veut lancer, des projets qu'on veut mettre sur le marché, et aussi de comprendre les tendances de nos utilisateurs, de nos clients, de nos utilisateurs qui soient internes ou externes, justement pour rester compétitifs, pour rester robustes et toujours favoriser une croissance pour nos entreprises. Et les défis qu'on rencontre, bien souvent, c'est qu'on a des temps de cycle qui sont longs, principalement liés à la technologie. Donc les développeurs et les équipes de développement ont des temps de cycle qui sont plutôt aux alentours du mois pour réaliser des projets. On a des données qui sont souvent non unifiées, elles sont éparpillées, elles sont difficiles d'accès, elles sont parfois faiblement structurées, parfois c'est encore des données papier pour certaines industries, et on a des équipes qui travaillent donc en silo et qui donc communiquent assez difficilement. Les conséquences, c'est qu'on perd des marchés. On a des clients qui sont insatisfaits ou plus insatisfaits que d'autres, quand ils passent par d'autres services qui sont plus intégrés. Et on a des initiatives qui sont éparpillées, non gouvernées, et donc difficiles à canaliser et à rendre valorisables. Pour cela, il y a 3 chemins qu'on peut explorer. Aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur l'IA générative et l'IA et les outils qui sont à notre disposition. Donc, ça, c'est tout nouveau, ça vient du think tank Arts et Métiers, qui est l'école que j'ai faite, mais ils l'ont sorti hier, donc vous avez quasiment l'exclusivité de l'information. Il y a donc 3 chemins qui sont vers le futur. Il y a la capacité à optimiser, qui passe par l'optimisation, ce qu'ils appellent multidimensionnelle, donc ça va être combiner des documents entre eux, combiner des contextes entre eux au travers des chatbots, au travers des LLM qui sont à notre disposition, de pouvoir décider en temps réel grâce à ces outils d'IA, et de pouvoir accélérer l'innovation. Donc on va rechercher plus vite, produire plus vite, grâce à cette capacité d'optimisation que l'IA nous offre. Le deuxième chemin, c'est les jumeaux numériques. Comment on a une capacité d'auto-amélioration de ces jumeaux numériques. Donc par exemple, on va avoir un jumeau numérique d'une usine, d'un bâtiment, et le jumeau numérique va pouvoir vivre et faire des recommandations par lui-même. Ça, c'est un des chemins vers lequel on va arriver, grâce au prototypage virtuel. Et le dernier, c'est les agents autonomes. Les agents, vous avez peut-être entendu parler de ces agents IA qui commencent à percer, qui vont être la mode de 2025, qui vont permettre de faire des diagnostics prédictifs et préventifs de manière autonome, d'apprendre aussi, notamment par la donnée qu'on va leur donner à manger, et qui vont pouvoir nous aider à être plus créatifs et qui vont petit à petit aussi s'améliorer dans la rigueur analytique qu'on peut leur demander d'avoir. Donc voilà, ça c'est 3 chemins, 3 grandes directions qui vont être prises et qui vont être les enjeux du futur. Et c'est une vague, et la vague en fait, ça vient d'un livre de Mustapha Suleyman, qui est le cofondateur de DeepMind. Donc DeepMind, c'est un des précurseurs dans l'IA. Il a écrit un livre qui s'appelle La Déferlante, qui parle donc de cette déferlante de l'IA. Et lui, il définit l'IA comme un amplificateur de force, un accélérateur et un stimulant de capacité humaine.
Donc, quelque chose qui a plutôt tendance à aider nos entreprises, à aider les collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes. Et donc, c'est un levier d'amélioration, et ça, c'est deux études de Workforce Lab et de McKinsey que j'ai combinées, qui nous montrent que déjà 81% des salariés estiment que l'IA permet d'aider améliore leur performance en fait, au quotidien, que la productivité peut être améliorée entre 0,5 et 3,4% par an quand on combine l'IA générative avec la technologie qui sont déjà existantes, donc quand on l'intègre correctement. Et enfin, on a un 80-20, donc une sorte de Pareto, avec 75% de la valeur de l'IA qui est concentrée sur 4 domaines. Donc je pense qu'il y en a certains qui vont vous intéresser ici. Les opérations clients, donc le service client, les interactions qu'on peut avoir avec eux, le marketing et les ventes, génération de contenu par exemple, le développement logiciel et la R&D. Donc ça laisse quand même des perspectives qui sont plutôt enthousiasmantes pour l'impact que peut avoir l'IA dans le quotidien de nos entreprises. Et l'avantage, c'est qu'on a déjà un paysage de solutions qui existe et qui est assez riche. On a, dans la partie création et médias, évidemment, on a la génération de contenu. On a la génération vidéo, la génération d'images. Vous avez tous joué avec Midjourney ou DALL-E, j'imagine, plus ou moins. Il y a la génération audio, avec notamment les outils de transcription. Vous pouvez faire de la musique avec l'IA, des présentations avec l'IA. Je ne vais pas me cacher, j'ai utilisé aussi Gamma, qui est une solution qui fait des présentations avec l'IA ici. Donc, après, il y a quand même du contenu qui est de moi, je vous rassure. Je n'ai pas tout fait avec l'IA. Mais c'est des aides, des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. En opération et en productivité, on a aussi de la lecture documentaire. On peut avoir de l'amélioration dans le côté analyse juridique, qui existe déjà, notamment avec des solutions qui sont déjà sur le marché. Et en recherche et développement, tout ce qui concerne le développement de produits et le développement logiciel avec des outils qui aident à coder automatiquement, qui aident à déployer automatiquement pour vos équipes technologiques. Et on a aussi, ce qu'on en parlera juste après, les conceptions d'interfaces qui permettent de faire des sites web en 2 prompts. Ça, c'est assez bluffant. Et en fait, on a des modèles à la fois qui sont géants, qui sont Anthropic, OpenAI, que vous connaissez tous, qui se livrent une guerre à qui aura le plus gros modèle, le plus généraliste, le plus magique, et avec Google et Meta aussi. Et on a des petits modèles qui sont plus spécialisés, que vous pouvez là aussi utiliser, qui sont vraiment dédiés à de la photo, de la génération d'images, par exemple. Et donc, je voulais vous partager quelques exemples ici, que vous pouvez, que vous connaîtrez ou que vous pourrez tester. Le premier, bon, c'est le plus simple, c'est la génération d'images. Donc là, on a Midjourney, mais il existe d'autres modèles qui sont en émergence, comme Flux, qui vient de Black Forest Lab. Donc je vous laisserai prendre des notes si vous voulez, ou on en discutera tout à l'heure, qui permettent notamment d'améliorer l'écriture, ou en tout cas la vision de l'écriture dans les images. On a un modèle comme Stability aussi. Une solution que j'apprécie particulièrement parce qu'elle est française, c'est sur les transcripts de réunion qui s'appelle Nuta. Donc vous en avez des tonnes, mais je voulais surtout parler de Nuta qui est de chez nous. L'aide au développement avec Cursor, Windsurf, qui vous permet justement en quelques prompts d'établir toute une architecture technologique, de produire du code, de corriger du code, de le déployer en ligne. Et ça, c'est assez bluffant et c'est assez rapide, notamment pour les équipes techniques qui arrivent à avoir des gains importants. Récemment, Google a lancé VO3, donc qui est un générateur de vidéos. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu des démos de VO3. Ok, moi je vous passerai peut-être la présentation. Il y a une démo ici d'un conducteur de rallye qui va dans la rivière, la boue, la forêt. Enfin, c'est assez fou de voir avec quel réalisme on peut avoir de la génération de vidéos. Il y a même des vidéos qui permettent de synchroniser la voix et les lèvres directement, ce qui était une chose qui n'était pas forcément possible avec l'autre outil de génération de vidéos qui s'appelle Sora, qui est lui de OpenAI. Donc là, on a vraiment des modèles qui commencent à évoluer, des outils qui commencent à évoluer, et tout au long de l'année 2025, eh bien, on va avoir des sauts d'amélioration en continu. Un autre exemple qui peut être l'IA vocale. Vous avez peut-être déjà été appelé par une IA récemment, de manière plus ou moins discrète, ou en tout cas de manière plus ou moins convaincante. Ça, c'est des choses qui sont utilisées dans la gestion du service client. Gestion du service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par exemple. Et les IA peuvent être utilisées notamment pour faire ces échanges, ces interactions en temps réel. Et enfin, ce dont je vous parlais, la conception d'interface. Là, je vous parle de Lovable, qui en quelques prompts vous permet d'avoir un site internet totalement architecturé avec du contenu pré-intégré sur lequel vous pouvez ensuite itérer. Donc ça, c'est des solutions qui existent.
Ça coûte quelques dizaines d'euros ou de dollars selon la provenance de l'outil par mois. Et ensuite, vous pouvez aller vraiment décupler vos capacités, les capacités de vos équipes. Donc ça, je vous engage à au moins en tester une ou deux pour voir l'impact que ça peut avoir en interne chez vous. Et donc, il y a aussi d'autres cas d'usage de l'IA générative qui permettent d'accroître, en tout cas d'avoir un ROI important. Donc, je vous parlais du service client. Chez Orange, Intercom et Salesforce, si on regroupe un peu les données, on a 50% de productivité gagnée sur le service client avec des outils d'IA. Chez Toyota, Volkswagen, quand on utilise l'IA sur la supply chain et l'optimisation de la supply chain, on a 10 à 20% de gains. Et chez des acteurs du e-commerce, plus 6% sur le panier moyen grâce à la personnalisation de l'expérience client. Donc on a vraiment 3 pans. Un pan qui est l'interaction, la compréhension du client en temps réel. Un pan qui est sur l'optimisation, les gains de performance vraiment opérationnels, notamment sur la partie supply chain. Et le dernier, c'est la personnalisation, comment j'attire de nouveaux clients, comment je crois grâce à l'IA. Donc ça regroupe les quelques enjeux qu'on peut avoir grâce à ces outils, grâce à cette pratique. Et pourtant, quand on regarde un rapport d'AWS, on voit que les PME françaises sont déjà à la traîne, puisque seulement 28% d'entre elles utilisent l'IA, et la moyenne européenne est à 42%. Et là, moi, j'ai quelques questions. Combien d'entre vous ont une stratégie d'IA dans leurs entreprises? Voilà, une personne. Et combien d'entre vous ont un budget dédié à l'IA dans les entreprises? La même personne. Donc on est peut-être même à moins ici dans cette salle que les chiffres qui sont partagés, à savoir que 6% des entreprises françaises disposent d'une stratégie IA, 25% sur les entreprises européennes, donc le gap est énorme. Aussi parce que, on se rend compte que 25% des projets d'IA démontrent un ROI qui est mesurable et un gain qui est mesurable et clair, notamment. Les raisons derrière, c'est qu'on manque en fait l'intégration des processus, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir les intégrer au métier, de pouvoir les intégrer dans notre technologie existante. Et enfin, on a 58% des entreprises européennes qui, elles, ont un budget dédié à l'IA contre 40% des entreprises françaises. Donc, on a une grosse promesse, on voit qu'il y a des outils qui nous permettent d'aller très vite, qui nous permettent d'être super performants. Par contre, en France, on a du mal encore à enclencher le mouvement et on est plutôt à la traîne par rapport à la moyenne européenne, malgré ces belles promesses. Et on a un côté peut-être un peu plus sceptique que les autres, visiblement, quand il s'agit des sujets d'IA. Mais malgré tout, on a des leaders, par exemple comme Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, qui nous disent que chaque dirigeant, quel que soit son niveau dans la strate hiérarchique, doit intégrer l'IA dans le travail et dans le travail de ses équipes. Donc si tout le monde nous le dit, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc on parlait de Mustapha Suleyman tout à l'heure, on parle de Reid Hoffman, ils sont beaucoup d'autres à partager évidemment ce constat-là. La question c'est comment on va faire. Alors, déjà pour maximiser l'impact dans une stratégie d'IA, on peut regarder sur 3 prismes. Le premier c'est les personnes, le deuxième c'est les processus et le troisième ce sont les produits. Sur les personnes, comment on maximise l'impact et le ROI des sujets IA? Ça va être en accompagnant, en formant les collaborateurs. Donc il y a des dispositifs qui existent, il y a des initiatives même personnelles que vous pouvez prendre en interne. Identifier aussi des personnes qui sont dédiées, qui sont des champions en fait, de l'IA dans vos entreprises, qui sont soit intéressées, ça peut être des personnes qui ont 0 compétence dans l'IA mais qui sont simplement intéressées, débrouillardes. Il y a des entreprises pour lesquelles ça peut suffire. J'ai rencontré récemment Webedia qui a transformé un monteur vidéo en pro du no-code et de l'IA. Et ils ont fait x5 sur leur production de contenu grâce à ça. Aussi dans les personnes, c'est valoriser les métiers, parce que les métiers, c'est là où on a la compétence, c'est là où on a le retour terrain, et c'est très important de pouvoir les intégrer dans ces initiatives. Et enfin, la gouvernance liée à ces sujets d'IA, comment je gère la politique IA, comment je gère mes données, comment j'ai envie de l'exploiter, quels sont les biais que j'accepte ou que je refuse. Donc ça, c'est pour la partie personne. Sur la partie processus, ici, on va dire un fonctionnement assez classique. J'audite, je priorise les cas d'usage qui sont les plus importants pour moi. Si je suis dans l'automobile, si je suis dans la création de contenu, si je suis dans la création de baskets, je ne vais pas avoir les mêmes processus, je ne vais pas avoir les mêmes non-valeurs ajoutées dans mon quotidien, en tout cas dans le quotidien de mon entreprise, et donc je ne vais pas avoir la même solution, la même réponse en termes d'IA pour être plus performant. Et sur la partie processus, en second point, c'est les données. Donc on digitalise les données.
Donc certains, dans le bâtiment par exemple, ont encore beaucoup de données PDF. Tout ça, c'est de la donnée qui est inexploitable à l'heure actuelle et qui peut le devenir grâce à l'IA. Donc l'enjeu, c'est de digitaliser, d'unifier la donnée. Est-ce qu'elle est à un endroit disponible, mise à jour en temps réel, utilisable par tous ou quasi tous? Et est-ce qu'elle est sécurisée? Donc est-ce que j'ai des solutions qui respectent des protocoles de sécurité de données? Donc, vous pourrez regarder éventuellement le protocole SOC 2, qui est une sorte de cahier des charges pour la donnée, le respect de la donnée et la sécurité des données. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui le respectent, donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi regarder. Une fois qu'on a les processus, la donnée, on est capable d'automatiser et donc de créer vraiment une exécution où l'humain va se concentrer sur sa valeur ajoutée et non pas sur des tâches répétitives et fastidieuses. Troisième point, les produits. Ici, quels sont les outils qui sont adaptés à ma stratégie d'IA, qui sont adaptés à mon contexte d'entreprise? Comment je maximise la valeur côté client, notamment en personnalisant l'expérience. Plus on a de données sur nos clients, sur nos utilisateurs, plus on est capable d'interagir avec eux ou en tout cas de comprendre leurs enjeux. Et ça, c'est très important pour la partie croissance qu'on évoquait tout à l'heure. Les produits pour accélérer le time to market. Donc, on a de l'idée à la production, on a envie que ça aille très vite. Et souvent que ça aille plus vite que ce que les équipes sont capables de faire. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut accélérer ce processus-là. Et comment, finalement, vos entreprises elles vont se différencier par rapport à leurs concurrents grâce à ces sujets d'IA. Donc ça, c'est les 3 grands pans stratégiques que vous pouvez creuser, en tout cas, et sur lesquels vous pouvez vous reposer pour maximiser votre impact sur la stratégie IA. Et donc, les piliers, je les rappelle, et je pense que je vais les marteler, ça va être de maîtriser la donnée. Ça, c'est le point numéro 1. S'assurer qu'elle est accessible, qu'elle est de qualité et qu'elle est tout le temps mise à jour. C'est vraiment la donnée qui est, on va dire, le petit déjeuner de l'IA. Si vous avez une mauvaise donnée, eh bien, l'IA sera moins performante. Le deuxième point qui est important, c'est l'expertise métier. Toujours travailler avec les personnes qui sont au cœur des processus, qui exécutent les processus pour les intégrer dans cette transformation et pour s'assurer que l'IA réponde à leurs besoins, parce que c'est finalement eux qu'on sert. Et derrière, ajouter de l'automatisation intelligente qui est ciblée sur des processus qui vous concernent et de les intégrer, notamment dans votre fonctionnement, dans votre culture d'entreprise, dans vos outils, dans votre technologie, dans la dette que vous pouvez avoir, etc. Donc ça, c'est vraiment tout un pan, tout un groupe de piliers que vous pouvez avoir en tête. Et derrière, on a, alors comme je suis un consultant, j'aime bien les slides en étapes. Il y a 6 étapes clés de votre transformation pour que vous puissiez réussir cette stratégie ou cette transformation grâce à l'IA. Le tout premier point, c'est le niveau stratégique. Donc, prioriser, concevoir une stratégie autour de l'IA. C'est ce qu'on disait au tout début. Une stratégie avec un comité de pilotage qui est dédié à l'IA, qui s'empare du sujet, et qui a le bon niveau de priorité aussi. Si on dit qu'on priorise l'IA et que finalement on n'a pas d'action concrètes au sein des entreprises pour les mettre en valeur, pour les mettre en avant et pour prioriser leurs projets, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Et derrière, assurer que cette gouvernance, elle tienne, qu'elle soit définie et qu'elle puisse être assumée par les personnes qui en ont la charge. Le deuxième point, c'est plutôt un point de compétence. Et là, c'est le niveau 1, on va dire, ou le niveau 2 en l'occurrence, c'est de former et d'acculturer les collaborateurs. Aujourd'hui, tout le monde arrive à jouer un petit peu avec ChatGPT, arrive à prompter de manière basique et standard. Par contre, il y a des prompts qui existent qui font plusieurs pages. Donc, s'ils existent et qui font plusieurs pages, c'est qu'il y a une méthodologie derrière. Et cette méthodologie, elle est accessible. Google, par exemple, OpenAI en tout cas, a en ligne le descriptif de comment bien prompter. Et donc, c'est accessible à tous. Il faut juste chercher un petit peu. Et en l'occurrence, c'est assez facile de commencer, de démarrer, en tout cas d'avoir une efficacité supérieure, mais ça passe par la formation. Si personne ne vous prend la main et vous emmène vers ces solutions-là, eh bien, par moment, c'est un peu difficile parce que d'une, on n'a pas le temps, on a un run à gérer, deux, on ne sait pas forcément où chercher, et donc l'enjeu, c'est de former, d'acculturer les équipes pour qu'elles n'aient plus peur de l'IA, pour qu'elles s'en emparent, pour qu'elles sachent l'utiliser, pour qu'elles sachent discuter avec elle, pour qu'elles sachent la raffiner. Ensuite, on vient à une étape un peu plus concrète, ou en tout cas un peu plus avancée, c'est le ciblage d'opportunités clés. Donc là, ça va être de comprendre les besoins métiers, les besoins en termes de process, de les évaluer et de savoir finalement quelles sont les initiatives où l'IA aura un plus fort impact. Je parlais de la génération de contenu tout à l'heure, l'IA a un impact très fort.
Est-ce que dans le RH, le screening de CV est important pour moi parce que je suis une agence de recrutement et j'ai 400 CV à éplucher et un matching à faire entre des demandes et des candidats? L'impact sera ici aussi. Mais donc l'enjeu, ça va être de prioriser les bons projets. Donc là, il n'y a pas forcément besoin d'IA pour le faire, mais c'est vraiment une initiative d'entreprise. Et ensuite, on arrive à la phase de conception. Donc j'ai priorisé, on a déterminé un ROI qu'on veut avoir. Ensuite, on conçoit les solutions. Et concevoir les solutions passe là par le développement avec les métiers. Impliquez vos équipes pour qu'elles s'approprient les sujets, pour qu'elles prennent en main la vision cible que vous avez déterminée et pour qu'elles deviennent plus performantes grâce à elles. Le dernier point, c'est la validation du ROI. On a estimé qu'on allait gagner X jours, X heures, X euros grâce à cette initiative. On valide ce point et derrière on passe au déploiement, puisque j'en ai pas vraiment parlé de manière explicite ici, mais la première phase de conception est locale. Vous validez le ROI et ensuite vous pouvez le déployer sur différentes business units, différents pays, une fois que c'est validé. Donc, bon, ça c'est une roadmap, on va dire, assez classique, mais l'enjeu numéro 1, c'est de l'avoir en tête, c'est de pouvoir y aller pas à pas. Et je rappelle qu'on peut l'adapter à différents niveaux selon les besoins que vous avez, selon le stade auquel vous êtes. Le stade numéro 1, je le répète encore, c'est la donnée. La donnée, c'est vraiment la clé. Derrière, ça va être les compétences. Et ensuite, vous pouvez monter en niveau de complexité jusqu'au bon vous semble, avec des outils sur étagère, ceux que je vous présentais tout à l'heure, avec de l'automatisation et de l'intégration, avec des outils de no-code dont je parlerai juste après. Et vous pouvez monter jusqu'aux agents IA, jusqu'à des modèles fine-tunés parce que vous avez des dizaines de millions de données et en fait, vous avez besoin de machine learning et de data scientists pour les gérer. Ça peut aller derrière. Vous pouvez même créer des modèles vous-même de toutes pièces. C'est selon les besoins de chacun. Et donc, pour déployer de la valeur rapidement avec le no-code et avec l'IA, ça peut se faire en quelques jours, voire quelques semaines, contrairement à ce que peuvent faire les développeurs, enfin, on va dire, ce que vous pouvez faire par le passé. À partir de 4 points, les données unifiées. Donc là, je vous ai partagé une suite de technos que personnellement j'utilise, ou en tout cas j'aime bien utiliser pour déployer des sujets qui sont à la fois no-code, à la fois IA, donc qui apportent la valeur directement au métier. Donc des données unifiées dans une sorte de grosse base de données, un gros tableur qui s'appelle Airtable, des interfaces utilisateurs, où les opérateurs peuvent interagir, peuvent modifier la donnée, peuvent avoir accès à la donnée, qui est disponible avec ces outils-là, de l'automatisation, et de l'automatisation qui intègre de l'IA, notamment avec des outils dont on n'a pas parlé ici, mais que vous pourrez aussi regarder, qui s'appellent Make et N8N, qui sont des outils d'automatisation de workflow, donc de process, qui permettent d'intégrer différents outils les uns avec les autres, d'intégrer vos données avec des plateformes externes. À titre d'exemple, nous, on avait notre données d'usage, donc qui étaient des commandes, des préparations de commandes, qui étaient directement liées avec ces outils-là à Stripe pour faire la facturation. Donc c'est toute une logique en fait, derrière qui vous permet d'automatiser des processus. Et derrière qui peuvent être augmentés avec l'IA par la suite. Et donc, l'avantage, c'est que vous pouvez démarrer dès demain avec une identification de vos tâches les plus répétitives et les plus pénibles auprès de vos équipes. Vous pouvez rassembler l'ensemble des données aussi. Ça, c'est un point. Posez-vous la question, combien de fois vous avez un Excel qui n'est pas à jour, vous avez une base de données qui date d'il y a 3 semaines, alors que, en fait, dans le bureau d'à côté, elle est à jour. En fait, l'enjeu, ça va être de rassembler les données à un endroit, qu'elles soient accessibles, qu'elles soient faciles d'utilisation. Et vous pouvez aller tester les outils dont on a parlé au cours de cette présentation. Peut-être qu'elle sera partagée, j'imagine. Tester les outils, commencer à vous familiariser avec certains cas d'usage pour gagner en compétences et surtout gagner ensuite en efficacité. Et derrière, vous pouvez faire une phase plus profonde, plus de transformation vraiment de votre entreprise en tant que telle, avec l'établissement d'une stratégie, avec la structuration de cette gouvernance et notamment la priorisation de ces cas d'usage pour déployer vraiment des solutions complètes d'automatisation basées sur la donnée et avec l'aide de l'IA. Et je finirai avec Jensen Huang, qui est le président, donc le fondateur de NVIDIA, qui a dit que l'IA ne prendra pas votre emploi, c'est l'IA utilisée par quelqu'un d'autre qui prendra votre emploi. Et c'est ce que disait Michael juste avant. Et moi, je suis convaincu de cette phrase-là. Dans tous les cas, c'est un outil qui est là. La question, c'est comment on s'en empare et comment on est meilleur avec demain. Ce qui termine cette présentation, et je crois qu'on a une session de questions-réponses.
Et alors, vous voyez bien que c'est l'IA qui n'a pas généré, puisque question est au singulier. Et en bonus, je vous ai partagé un petit lien. Si vous avez une adresse Google, vous pouvez scanner le QR code. Et c'est Gemini qui a fait un podcast de 5 minutes sur cette présentation. Donc, je voulais juste envoyer le PDF de la présentation. Et il y a 2 personnes qui discutent de cet échange. Et donc, vous pourrez l'écouter. Voilà, j'en ai fini. Concrètement que vous avez sûrement des questions. Je passe pas devant comme ça permet de pouvoir snapper le QR. Est-ce que vous avez une première question? C'est toujours la plus compliquée. Donc passons directement à la seconde. Je vais poser la seconde. Ah, il y a déjà une deuxième question. Patrick Adler. Oui. Moi j'avais une question concernant la sécurité en fait, Ouais. de l'IA. Aujourd'hui, on est déjà confronté depuis maintenant quelques dizaines d'années à la sécurité des données, au problème du hacking via Internet, etc. Et est-ce que l'IA apporte une complexité encore supplémentaire? Est-ce que, notamment dans les, on va dire dans les modèles d'utilisation d'IA, je pense notamment aux grandes entreprises, est-ce qu'on n'a pas intérêt à créer des modèles clos, en fait, qui traitent les données en interne avec un modèle d'IA interne? Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier, c'est que les modèles, donc fine-tuner les modèles clos d'IA que vos entreprises peuvent générer, je pense que le temps d'entraînement est entre 1 an et 2 ans. C'est-à-dire qu'en termes de time to market, c'est long. Il y a des entreprises qui le font parce que c'est un usage spécifique. Je discutais avec une entreprise qui était dans le BTP, qui voulait créer un modèle pour répondre aux appels d'offres de manière plus rapide et analyser les devis de manière plus rapide. Ils ont fine-tuné pendant 2 ans leur modèle. Donc c'est possible, c'est long et il faut surtout beaucoup de données digitalisées. Donc ça va dépendre de ça. Ensuite, sur la partie est-ce que c'est dangereux d'utiliser les modèles existants? Il y a deux niveaux de réponse. Dans les outils de LLM, donc dans ChatGPT par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous pouvez choisir de partager vos données ou non. Peut-être que certains le savent, peut-être que certains ne le savent pas, mais par défaut, quand vous faites un prompt dans ChatGPT, vous partagez les données à ChatGPT. Donc il faut aller dans les configurations pour ne pas l'entraîner. Donc ça c'est un premier point d'usage basique. Et ensuite le deuxième point sur les usages de LLM qui sont du marché, on peut les utiliser via API. Et là, l'API utilise le modèle entraîné, mais ne transfère pas les données. Donc après, effectivement, il y a toujours le doute qu'on aura systématiquement à savoir est-ce que les données sont vraiment sécurisées, est-ce que les données ne sont vraiment jamais utilisées. C'est aussi la réputation des entreprises qui est en jeu sur ce sujet-là. Si vous avez une adresse Google et que vous envoyez des mails sur un Gmail ou sur des adresses qui sont dans des serveurs Google, quelque part, vous envoyez aussi de la donnée à Google. Donc après, pour les initiatives qui sont propres à vos entreprises, vous pouvez aussi, si vous avez cette crainte-là, segmenter les données que vous voulez partager. Je ne suis pas obligé de partager mes bilans financiers tout de suite à l'IA, mais peut-être les données opérationnelles qui vont être, ou les données internes qui sont moins critiques, en tout cas pour le business. Donc il y a différents niveaux, soit le fine-tuner qui prend du temps, et dans ce cas-là, il faut vraiment un ROI fort et un cas d'usage très important derrière. Et ensuite, est-ce que j'utilise l'API de modèles qui sont soit des modèles de géants du marché, soit des modèles plus petits qui existent. Je vous parlais de flux et de stability qui sont des modèles de génération d'images qui sont disponibles sur des plateformes et qui peuvent être utilisés de manière similaire à OpenAI. Ou alors est-ce que j'utilise vraiment juste de l'API pure et dure? Et donc le point fondamental quand même aujourd'hui, si je comprends bien, c'est quand on utilise des modèles d'IA générative, c'est de bien cocher, si c'est possible, l'option de ne pas partager les données. Alors ça, c'est dans l'interface. Dans ChatGPT, il y a vraiment le choix de… Et sur les autres, en fait, si on l'utilise dans leur interface, il faut s'assurer que les données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. Si on l'utilise par API, on utilise un modèle, on va dire, de manière externalisée. Donc là, en théorie, les données ne sont pas partagées, puisqu'elles peuvent être… on peut, par exemple, pour Meta et Llama, donc un des modèles comme OpenAI, on peut l'installer sur son ordinateur et le faire tourner de manière locale sans que les données soient partagées dans le monde entier. Ça, c'est le deuxième niveau en fait, pour sécuriser les données. Et ensuite, dans cette partie-là, on peut choisir de partager une partie de nos données
toutes les données, et donc avoir cet arbitrage-là qui fait partie de la gouvernance. La troisième question. À plusieurs reprises, vous avez parlé de systèmes ou d'outils no-code. Ouais. Je ne suis pas très familier avec cette expression-là, et notamment, vous l'avez mis en amont de possibilités de AI aussi, comme si c'était des... c'est des choses qui ne sont pas basées sur l'AI, mais qui sont aussi des outils qu'on peut utiliser, c'est ça? Vous pouvez préciser un peu? Ouais, le no-code, en fait, c'est la capacité d'intégrer des outils entre eux sans développer. Donc, par exemple, je parlais des outils comme Make ou N8N, qui sont des outils qui permettent de créer des process. Donc, je vais récupérer un mail, créer une réponse, ajouter l'utilisateur à une liste qui est dans Brevo ou qui est dans d'autres outils, dans les outils de mail automation. Tout ça, ce sont des process qui, avant, nécessitaient un développeur pour aller comprendre l'API de chaque outil, développer en interne sur mon serveur les connexions et les connecteurs entre eux. Ici, j'ai un outil préfabriqué qui me permet de connecter tout l'écosystème des outils que j'utilise sans avoir à coder. C'est simplement de la logique. Et donc ça, c'est le no-code, puisqu'en fait, on ne code pas, on branche des tuyaux les uns avec les autres. On a un effet logique qui est utilisé. Et ces outils-là, ça fait je vais dire 5 ans qu'ils commencent à exister. Et il y a différents pans. Il y a les outils plutôt orientés base de données. Donc je parlais de Airtable tout à l'heure, mais vous avez peut-être utilisé Notion aussi, qui est un outil de gestion de connaissances. Donc c'est un Google Doc en version plus améliorée, puisqu'on peut y intégrer des vidéos, des liens, on peut vraiment avoir même de la gestion de projet dessus. Et ces outils no-code, ensuite, eux, sont plus ou moins intégrables avec des applications externes pour ensuite générer des automatisations. Et petit à petit, maintenant, ils intègrent eux aussi l'IA. Donc je parlais de Airtable. Airtable intègre l'IA maintenant avec un assistant IA qui permet, dans ces ensembles de bases de données, d'aller interroger les données directement. Donc, par exemple, je pourrais lui dire de m'indiquer, si j'ai mes données clients, je pourrais lui indiquer tous les clients qui sont dans le secteur de la mode, par exemple. Il va me sortir la liste des clients. Donc en fait, eux aussi ont cette volonté d'intégrer les capacités de l'IA au sein de leurs outils. Mais soit on les utilise dans ces outils-là. Je parlais de Notion, si vous ne le connaissez pas, c'est donc un outil qui permet de traiter notamment beaucoup de textes et beaucoup de connaissances. L'IA de Notion permet de chercher dans la base de données complète le dernier article que vous aurez intégré, la dernière feature que votre product manager aura développé dans Notion, et il permet d'interagir avec ces données-là. C'est plus clair? Ouais. Question suivante. Jean-Guy Dietrich pour Aguerre. En fait, c'est magique. Donc tout ce qui est magique a toujours un autre pan. Est-ce qu'il y a des réserves? Je pense à l'évolution sociétale. Je pense que tout le monde dans notre société ne peut pas être un utilisateur invétéré de l'IA. Je pense qu'il y a certainement des études qui expriment, même si vous dites que ça ne détruit pas d'emplois, est-ce que ce n'est pas... il y a des analyses qui permettent d'exprimer le fait que les fossés pourraient encore se creuser entre ceux qui savent, qui ont accès, et ceux qui ne l'ont pas. Donc je ne veux pas servir de rabat-joie. Je veux simplement essayer de balancer le discours et voir si c'est vraiment uniquement magique ou s'il y a également des analyses, des études qui disent qu'il y a des réserves et des points d'attention. Franck, est-ce que je peux me permettre d'apporter une analyse? Il est évident que c'est un changement qui est un paradigme qui va bouleverser et qui bouleverse déjà nos sociétés. On ne peut pas imaginer dire, par exemple, que l'avènement de la roue n'a pas engendré une transformation de la société et un certain nombre de pertes. La problématique, c'est le basculement entre la perte et le bénéfice. La question, c'est qu'il y a un enjeu éducatif très fort. Il y a un enjeu éducatif très fort. Le dernier discours de Barack Obama explique très bien que les universités, les écoles doivent s'emparer du sujet immédiatement, que les entreprises doivent s'emparer du sujet immédiatement. Je ne sais pas si vous savez quelle est la levée de fonds qu'a effectuée cette année OpenAI dans la Silicon Valley. C'est 380 milliards de dollars. C'est une situation qui nécessite un accompagnement et une transformation. La question de la destruction, entre guillemets, de l'emploi, du déclassement de certaines personnes,
elle a vocation, aujourd'hui, peut-être aussi, à le réduire, étonnamment. Le processus d'intégration, de structuration, de création va changer la façon d'acquérir un savoir, va modifier la façon de collaborer. C'est ce que j'essaie de dire en préambule. Aujourd'hui, les équipes communication, marketing, l'ensemble de nos collaborateurs sont confrontés au quotidien à une capacité à choisir entre apporter une solution et se consacrer à mettre de l'énergie à la réaliser, plutôt qu'à passer du temps à essayer de créer quelque chose qui pourrait être créé simplement. La question, c'est de se poser de manière, j'allais presque dire, et je sais les échanges qu'on peut avoir au niveau éthique par rapport à ça, la question, c'est dans les mains de qui, aujourd'hui, on le met en place. Plus on aura une capacité à avoir une intelligence artificielle démocratique, structurée, et je vais le dire très simplement, une intelligence artificielle, ça a des biais. Plus on aura la capacité à avoir des biais éthiques qui sont intégrés dans l'intelligence artificielle, plus on aura la capacité à avoir aujourd'hui un assistant qui nous permet d'améliorer et de nous donner plus de capacité et de pouvoir. Moins on aura la capacité aujourd'hui à entraîner sur ces registres-là, plus on risque d'avoir effectivement des dégâts. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est objective. L'IA aujourd'hui n'est que le reflet de ce que nous sommes, nous. Si on demande à l'IA de nous remplacer, elle nous remplacera. Si on demande à l'IA de nous augmenter, elle nous augmentera. Une dernière donnée très intéressante. Très intéressante. Et je donne la parole à Franck pour ça. Il y a eu un test qui a été effectué sur l'IA en médecine. L'IA avec un médecin. Quand l'IA travaille et analyse un diagnostic, elle a un résultat avéré de 85%. Quand l'IA travaille avec un médecin, son diagnostic n'est plus que de 70%. C'est-à-dire que le rapport et le facteur humain dans sa façon d'aborder, tel qu'on a abordé la science, le rapport à la création, à différents éléments, dégrade aujourd'hui la capacité objective à apporter un élément de vérité. Il faut aussi l'entendre. C'est un élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un élément anthropologique fort. Ça pose une véritable question. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans un conseil d'administration, quand il y a une décision à prendre, l'humain va peut-être choisir des décisions qui sont d'ordre politique et pas forcément rationnelles et bénéfiques à l'ensemble de l'organisation. Donc peut-être à un moment donné, il faut aussi s'interroger par rapport à ça et y percevoir aussi une chance. Peut-être y percevoir une chance. Ouais, bon, c'est bon, je suis branché. Oui. Et pour compléter ça, parce que c'est intéressant, faut pas oublier que c'est des modèles probabilistes. Donc l'IA sort un résultat qui a statistiquement le plus de chances d'être le bon. Ce qui est intéressant parce qu'on fait des stats sur une quantité de données qui est immense. Ce qui peut être désavantageux, c'est que quand on l'intègre dans un process, par exemple, pour l'analyse des sinistres en assurance, et qu'on a 70% de taux de succès, bon, l'assureur, il n'est peut-être pas très à l'aise avec seulement 70% des taux de succès. Donc c'est pour ça que, pour continuer sur la discussion du no-code et de la data, en tout cas dans ma conception, il y a une sorte de hiérarchie. C'est 1, la donnée, 2, les processus et leur automatisation, et ensuite l'IA qui ensuite a 2 pans. Un pan qui est probabiliste, où on doit s'assurer que la réponse correspond au niveau de satisfaction qu'on veut avoir. Ou alors il y a des modèles d'IA qui sont moins probabilistes, qui sont plus déterministes, en tout cas plus précis. Par contre, ils sont en cours de conception, ils sont peut-être plus difficiles à intégrer aussi. Ce n'est pas du OpenAI qui le produit. Donc ça va arriver. Et derrière, on a toujours ce que certains outils appellent le human in the loop. On a toujours besoin d'avoir, ou en tout cas, on a envie d'avoir un humain qui vérifie. Alors, il aura peut-être des biais aussi, peut-être des biais plus forts que l'IA, mais au moins, c'est quelqu'un comme nous, donc on sera peut-être plus à même de l'accepter. Mais on peut toujours avoir la compétence de l'humain qui est mise à profit à un moment du processus pour valider et surtout s'engager. Puisque la question qu'on va se poser derrière, c'est si l'IA a pris la décision, qui est responsable finalement? Et donc, là, ça pose d'autres questions, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir l'IA comme un outil,
de se l'approprier pour l'aider, et en tout cas pour nous aider à prendre des décisions et à aller plus vite. Par contre, c'est important d'avoir un human in the loop à la fin pour valider une direction, parce qu'il y a aussi un enjeu de culture, de valeur d'entreprise, même si on parle des pays, mais à la fin, on a aussi envie de choisir quelle direction on prend en fonction de ce que l'IA nous propose. Et donc ça nous permet d'avoir ces enjeux-là. Et pour reboucler sur la partie sociétale, un des enjeux du rapport des arts et métiers, c'est la partie formation acculturation, qui est un enjeu clé et qui est un enjeu clé dans les territoires et dans le local, sur lequel on est aussi enfin, globalement tout le monde est en retard, mais c'est un des points importants. Et donc la formation, l'acculturation pour comprendre, ne plus avoir peur, savoir qu'on peut s'en faire un allié plutôt qu'un ennemi, et ne pas se recroqueviller, parce que finalement les gens vont l'utiliser, c'est comme Internet finalement. La personne qui ne faisait pas son site web il y a quelques années, et ben aujourd'hui, elle a perdu potentiellement elle a perdu son activité. Donc en fait, c'est des vagues comme ça d'outils qui ne sont que des outils. Si on les utilise mal, eh ben, ils nous feront du tort. Si on les utilise bien et qu'on les utilise selon nos convictions, ils nous feront plutôt du bien. Et le dernier point, c'est les enjeux écologiques aussi. On a des outils qui sont pour l'instant gourmands, qui coûtent cher en énergie. Il y a du travail qui est en train d'être fait justement pour les rendre plus éco-friendly. Ouais, je vais chercher un mot français, mais je n'ai pas trouvé. Je les trouve toujours pas, mais c'est pas grave. Et donc c'est pour ça qu'il y a des modèles qui sont à la fois très généralistes comme OpenAI, des modèles qui sont plus petits, plus segmentés. Et l'enjeu, ça va aussi être de les rendre moins gourmands en énergie. Est-ce qu'il y a une dernière question? Lisa? Merci, et merci pour l'intervention qui était très intéressante. Alors une question qui vient vraiment de quelque chose vécu assez récemment. On a été inondés sur les réseaux d'alerte, comme quoi il fallait empêcher Meta avant une certaine date voilà, de profiter de nos données. Enfin, on avait un petit paramètre à faire changer. Et vraiment, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il faut avoir peur de partager ces données ? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un acte altruiste de partager ces données? Surtout que là, ça touchait aux réseaux sociaux, donc c'est vrai que c'était aussi des données perso. Enfin, voilà, j'ai vraiment cette question un peu basique, mais vraiment qui m'a traversée au vu de plein d'alertes. Enfin voilà, quel est le risque en fait à partager ces données? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Quel est votre reco? Hors données sensibles, bien sûr. Ouais. Je crois que sur Meta, c'était toutes les données liées à des groupes et les commentaires publics. Les données privées, à vérifier, mais de mémoire, c'était seulement les données qui étaient liées à des commentaires publics en fait, sur des groupes, etc. Donc pas les données personnelles. Après, on est dans un monde où c'est pas nouveau que la donnée, maintenant c'est massifié avec l'IA parce que forcément elle aspire la donnée d'Internet, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il faut, il faut en être conscient. Donc c'est toujours bien de se demander qu'est-ce que je partage. Mais comme avant, est-ce que je partage mon numéro de téléphone à n'importe qui? Bon, la réponse est plutôt non. Mais je n'ai pas forcément une réponse très précise, puisque même de mon point de vue, par moment, en utilisant l'IA de manière quotidienne, elle est plus on utilise l'IA, plus elle est efficace, plus elle nous connaît. Après, plus elle nous connaît, plus elle a d'influence sur nous aussi, quelque part. Et je pense que c'est plutôt un choix à chacun de savoir ce qu'il veut ou pas partager, sachant que ces modèles ils sont mis à jour régulièrement. Il y a des données qui peuvent aussi être valables pendant 3 mois. Et puis si on repart un an après, en fait, cette donnée-là elle est inutilisable et inutile. Donc ça, c'est un des points où c'est à arbitrer un peu au sein des entreprises et personnellement de savoir qu'est-ce que je suis prêt à partager. Est-ce que je vais partager ma séquence ADN à l'IA, peut-être pas tout de suite, même s'il y a des entreprises qui la détiennent, vous avez tous vu MyHeritage ou ce genre d'entreprise, voilà, vous l'avez peut-être fait, elles ont votre séquence ADN. Est-ce que vous êtes posé la question de la gouvernance de cette séquence ADN au sein d'une entreprise qui est privée? Peut-être pas, peut-être plus tard, et donc après ça c'est plutôt à ajuster. Donc c'est pas une réponse très claire, mais je pense que c'est aussi à un point où on va naviguer et où on devra s'adapter. Une dernière question. Alors, vous remercier. On s'aperçoit que... Merci beaucoup, Franck. Merci pour ces éléments. Merci pour vos questions, votre attention. J'espère que cet exposé a permis d'ouvrir des portes sur une réflexion
On s'aperçoit très rapidement dans les propos, que ça soit sur la confidentialité, sur des différents éléments, comment on peut le faire, de quelle manière on peut le faire, quels sont les outils no-code aujourd'hui qu'on peut développer, c'est que l'élément le plus important, c'est quelle architecture et quelle stratégie on met en place par rapport à l'IA. Plus on va pouvoir l'apprivoiser, plus on va pouvoir la domestiquer avec une véritable gouvernance, avec une véritable capacité aujourd'hui à l'intégrer au sein de nos entreprises, en toute responsabilité et en toute intelligence. Et c'est le travail que fait Franck aujourd'hui avec nos équipes sur la capacité aujourd'hui à accompagner les entreprises dans cette logique-là et de leur porter de la robustesse là-dedans et pas se mettre à faire n'importe quoi, de pouvoir aujourd'hui l'organiser. Une entreprise, c'est une société. Et une société, qu'on le veuille ou non, ce sont des femmes et des hommes qui décident de parcourir un objectif commun. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le futur s'invite beaucoup plus rapidement qu'on ne l'imagine. On est en 2025. Les choses s'accélèrent et vont s'accélérer encore plus pour chacune et chacun d'entre nous, avec des âges différents. Comme vous l'avez dit, Jean-Guy, un des éléments importants, c'est que personne ne doit rester sur le carreau. Avec l'envie aujourd'hui de pouvoir progresser, avec le fait de faire de l'IA une chance, d'en faire une victoire, d'en faire un allié, plutôt que d'en faire une situation qu'on subit. Donc aujourd'hui, de pouvoir agir, c'est cet élément-là. Je vous remercie à toutes et à tous et à l'ensemble des collaborateurs et aux équipes techniques de l'agence pour la mise en place de cette journée. J'aimerais remercier encore une fois Xavier, Florence et toutes les équipes, je ne vais pas nommer tout le monde, qui ont travaillé pour concourir à ça. On a été ravis de vous recevoir. On a maintenant un moment plus gourmand et plus lunch avec vous. On va rapidement débarrasser les chaises et on vous remercie infiniment. Et si vous avez envie d'échanger, c'est le moment d'échanger de manière informelle ici. Merci beaucoup. Demain commence aujourd'hui. C'était la 2e séquence. Il y en aura bientôt une 3e. Ravi de vous voir et de vous revoir encore. Merci beaucoup.